Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez bienvenus dans cette édition du journal. Les titres ce soir, du nouveau dans l'enquête sur l'infanticide. Ce nourrisson de 6 mois tué à Tours par sa grand-mère. Elle lui a infligé une dizaine de coups de couteau. On a appris aujourd'hui qu'elle était connue pour des antécédents de violence incontrôlée. Elle a été soignée pour des problèmes psychiatriques. À Tours, les subventions municipales en baisse drastique pour certaines associations, moins 67% pour le planning familial, plus 1 centime pour Chrétiens Migrants. Une réunion a lieu en mairie demain. Et puis à la fin de ce journal, direction Romorantin et le musée Matra, un musée de l'auto qui accueille 13 véhicules Ferrari des années 50 à nos jours, rendus célèbres dans des films, des bolides, vous le verrez, qui font rêver. On ouvre donc ce journal avec les suites de l'enquête sur l'infanticide de Tours-Nord. Ce nourrisson de 6 mois tué lundi d'une dizaine de coups de couteau. Sa grand-mère avait été retrouvée prostrée sur lui. Elle a avoué et on a appris aujourd'hui qu'elle était soignée pour des problèmes d'ordre psychiatrique. Elle avait des antécédents de violence incontrôlée. Précision d'Aurélie Renaud. L'autopsie réalisée hier révèle que le bébé de 6 mois a été poignardé d'une dizaine de coups de couteau. Le procureur de la République de Tours parle d'un véritable acharnement. Élément nouveau dans cette enquête, la grand-mère, une femme de 53 ans, avait en réalité des antécédents. Elle avait déjà été l'auteur d'actes de violence incontrôlés, mais jusque-là envers des adultes. Elle était d'ailleurs soignée pour des problèmes d'ordre psychiatrique depuis quelques années. Aujourd'hui, cette femme qui a reconnu les faits auprès des secours le soir du drame n'a toujours pas pu être entendue par les enquêteurs. Elle est toujours internée en hôpital psychiatrique. Les experts devront dire si son audition est possible d'ici quelques jours. Les parents de l'enfant, toujours extrêmement choqués, ont été auditionnés ce matin par les enquêteurs. Autre fait divers, il a eu lieu dimanche à Pernay, en Indre-et-Loire. Il s'agit de cette femme tuée par son mari, dont elle vivait séparée depuis 2 mois. Le filleul et les membres de la famille de la victime appellent à une marche blanche ce soir à 19h30 sur la commune d'Ambiou. Dans l'actualité également, des travaux qui ont débuté, ceux de l'élargissement de l'autoroute A10 entre Chambray-les-Tours et Vénier. On va passer à terme de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies. Les travaux doivent durer 4 ans. Vinci fait appel, on va le voir, à des entreprises locales. Sabrina Meloult et Anaïs Michaud. Le but de cet élargissement, améliorer les conditions de circulation et renforcer la sécurité dans la traversée de l'agglo, principalement aux heures de pointe. Des travaux qui s'échelonneront sur 4 ans pour maintenir la circulation à 2 fois 2 voies sur l'autoroute, mais également celle sur les ponts pendant les travaux. Un chantier de grande envergure qui se fera en plusieurs étapes. Le but, c'est tout d'abord de reconstruire les ponts avec la bonne largeur de pile pour pouvoir accueillir les voies supplémentaires. Ensuite, nous construirons la voie supplémentaire dans le sens sud-nord et enfin dans le sens nord-sud. Une partie des voies est rajoutée au milieu de l'autoroute. Ça nous permet de gagner des emprises foncières. Des travaux qui seront également l'occasion d'améliorer le traitement des eaux. Nous prévoyons effectivement dans le cadre de ce chantier de réaménager le système de traitement des eaux de pluie pour pouvoir améliorer la qualité des eaux qui se rejettent dans le milieu environnemental. Le chantier de l'A10, une bonne nouvelle pour l'emploi, avec des besoins en main-d'œuvre importants qui bénéficieront aux entreprises locales. Les 4 années de notre chantier généreront environ 1 million d'heures de travail. Ce sont y compris les études et sur les travaux qui vont démarrer. Et on fait en sorte que la majorité de ces heures d'emploi bénéficient au territoire. Nous avons mis effectivement des clauses d'insertion dans les contrats avec les entreprises pour générer environ une 60aine de milliers d'heures, ce qui est quand même intéressant pour un chantier comme celui-ci. 58 millions d'euros, c'est le coût total des travaux de l'A10, qui devrait s'achever en 2018. La politique et le groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil municipal de Tours qui donne sa vision du premier budget de Serge Babary. Une conférence de presse était organisée ce midi à la brasserie de l'Univers à Tours. Je vous rappelle que ce budget de Tours est contraint par la baisse des dotations étatiques et un emprunt toxique. Il fallait trouver plus de 10 millions d'euros. Mais pour Europe Écologie Les Verts, la majorité gère l'immédiat mais n'anticipe pas sur les prochaines années. Un certain nombre de choix en fait, ont été reportés. Le budget a été calé pour l'année 2015, mais il n'y a pas de stratégie financière sur les 5 prochaines années, et notamment sur les 3 prochaines années, qui sont extrêmement vitales pour notre ville, face à la baisse des dotations d'État. Nous n'aurons pas la possibilité de boucler la section de fonctionnement du budget si on n'augmente pas les impôts ou si on ne baisse pas drastiquement les subventions et les plans d'équipement. Il y aurait la possibilité d'avoir une logique de rationalisation
des dépenses et des recettes au niveau intercommunal pour mieux répartir l'effort fiscal et l'élaboration des plans de service. À ce jour, l'agglomération continue de servir un peu comme une grosse banque pour financer des projets d'équipement qui ne sont pas forcément d'un intérêt public majeur. Ce qu'il faut faire face à la baisse des dotations d'État, c'est remettre à plat finalement le fonctionnement de l'agglomération pour l'orienter davantage vers le service à la population. Plus de 10 millions d'euros à trouver pour boucler le budget de Tours pour 2015. On l'a dit, les Tourangeaux ont donc été appelés à contribution, hausse de plus de 4% des taxes habitation et foncières. Et puis de l'autre côté, les dépenses en matière de subventions sont diminuées. Les associations voient leur financement municipal baisser. La baisse atteint même 67% pour le planning familial et 100% pour chrétiens et migrants. Vive émotion chez les concernés. Une réunion a lieu demain en mairie à ce sujet. Anaïs Michaud. 2 500 € de subvention hier, pas un centime aujourd'hui. C'est ce que vient de découvrir avec stupeur l'association Chrétiens Migrants qui, historiquement, a toujours bénéficié des subventions municipales. Ils craignent que le conseil départemental leur réserve le même sort, ce qui ferait une diminution de 20% de leur budget. Si nous ne trouvons pas le remplacement, eh bien nous allons être obligés de mettre dehors les personnes que nous hébergeons. 20 personnes à 10 000 €, c'est 200 000 €. Ils vont être obligés de trouver 200 000 € pour nous remplacer. Alors que nous, on nous chipote 3 000 €. Si l'arrêt de cette subvention était confirmé, c'est à la fois une sottise au plan de la gestion, et puis ça serait peut-être encore pire. Ça voudrait dire qu'il y a en direction des personnes étrangères un acte volontaire de les empêcher de vivre ici. À la mairie, les raisons de cette suppression pure et simple de subventions sont un peu obscures. Est-ce que c'est la volonté de refavoriser le service aux Tourangeaux et directement aux Tourangeaux, l'action des Tourangeaux, donc des associations vraiment locales œuvrant pour les Tourangeaux local? Est-ce que c'est simplement un problème de dossier et de l'argent qui a été mis de côté en attendant de valider tout ça? Je crois que là, c'est vraiment un dialogue à renouer avec l'élu en responsabilité. Renouer le dialogue, c'est aussi ce qui va être fait avec le planning familial, qui a vu quant à lui sa subvention diminuer de 67%, passant de 9 000 à 3 000 €. Il y a une rencontre qui est prévue demain entre les autres 3 adjoints susceptibles logiquement d'accompagner le planning familial dans son travail quotidien, le maire et les responsables de l'association pour trouver une solution la plus adéquate possible à la problématique effectivement que cette baisse de subvention a engendré pour eux et en tout cas leur fournir les explications nécessaires. Le montant des subventions a chuté de 800 000 € sur un budget global de 21 millions, dont environ la moitié dédiée à des associations plutôt institutionnelles, type CCAS ou Musée des Beaux-Arts de Tours. Et on parle encore de sous, mais du côté de l'économie à présent. Préparer la croissance de demain, réindustrialiser la France, souhait du gouvernement qui a confié aux régions le soin de préparer l'usine du futur. Cette usine du futur, c'est celle qui serait capable d'être compétitive. Pour cela, il faut innover avec des financements régionaux pour les PME qui veulent se moderniser. Un appel à projet est lancé du côté de la région Centre-Val de Loire. Des usines plus écologiques, plus intelligentes, maîtrisant leurs ressources et surtout plus robotisées où l'humain aurait toute sa place. L'usine du futur pour le gouvernement, la clé selon lui pour gagner en compétitivité et ainsi maintenir l'emploi industriel. En région Centre-Val de Loire, 50 PME vont pouvoir bénéficier en 2015 de prêts avantageux et de subventions pour soutenir ce genre d'innovation. Un appel à projet va être lancé par la région, mais 50 PME, ce n'est pas suffisant pour les opposants politiques. La réalité, c'est que ça ne va pas changer la face du monde, ça ne va pas changer la face du développement économique de la région Centre-Val de Loire qui souffre. Toutes les entreprises qui ont des projets d'innovation qui méritent d'être accompagnées, ce que ne fera pas ce plan qui, inéluctablement, décevra. Sur environ 2500 PME en région centre, une cinquantaine seraient accompagnées dans ce contexte, dans le cadre du projet Usine du futur, ce qui semble quand même assez peu. Mais le président de région l'indique, qu'il ne s'agit que d'une première vague d'entreprises à bénéficier de ce soutien à innovation. On pourrait annoncer aujourd'hui 1000, 2000, 3000, c'est l'objectif. Mais je veux, dès maintenant, sur des bases concrètes, avec une incitation des entreprises, je veux dès maintenant qu'un nombre significatif d'entreprises s'engagent là-dedans et aient immédiatement
un effet levier, un effet d'entraînement sur toutes les autres. L'industrie en région centre, c'est 150 000 salariés, soit 19% des emplois régionaux. Le centre, 6e région industrielle de France. Et plus léger pour terminer ce journal, on prend la direction de Romorantin en Loir-et-Cher. Le musée Matra accueille jusqu'à l'automne prochain une exposition de Ferrari, de beaux bolides des années 50 à nos jours. C'est un petit peu l'histoire de la marque italienne qui nous est racontée, mais surtout sa présence dans les films et dans les séries télévisées. Reportage sur place. D'un rouge flamboyant, elle cohabite aux côtés des traditionnels du musée Matra, les Ferrari, 13 belles italiennes de caractère, présentées ici. Certaines sont des pièces rares, à l'image de cette 250 GTO de 1962. Devant nous, on a la 365 GT2 plus 2 qui a tourné dans le film L'homme à la Ferrari. On passe du grand écran au petit écran avec la 308 GTS, pilotée par Tom Selleck dans la série Magnum. Et juste à côté, on a la Dino Ferrari qui, elle, a été pilotée par Tony Curtis dans la série Amicalement Vôtre, série télévisée également. Les Ferrari dans le cinéma, fil conducteur de cette exposition. Des modèles la plupart du temps dessinés par Pininfarina qui ont fait rêver autant le grand public que les acteurs eux-mêmes, comme Steve McQueen, chanceux détenteur d'une 250 Lusso, un modèle grand tourisme. Ferrari, c'est le véhicule de luxe, le mythe des mythes. Et Ferrari, c'est aussi un palmarès sportif assez extraordinaire, quoi. Les sportives à l'honneur avec ce modèle exceptionnel, cette Formule 1 qui a remporté le Grand Prix du Mexique en 1970, ou encore cette 250 LM de 1965. Il en existe moins d'une quinzaine dans le monde. LM pour Le Mans et son circuit des 24 heures qui a vu s'affronter Ferrari et Matra à partir de 1972. L'écurie Matra avait tellement mis de moyens pour remporter enfin une première fois les 24 heures du Mans que Ferrari a déclaré forfait quelques mois avant. En 1973, il y a eu une lutte acharnée entre l'équipage Pescarolo-Larousse et une Ferrari, et c'est Matra qui remporte sa deuxième victoire. On ne pouvait vous laisser sans vous faire entendre le fameux bruit du moteur Ferrari, un modèle de 1997 qui cache sous son capot un V12 de 620 chevaux. On s'imagine sur la route avec ça. Et nous aussi, on imagine bien. Et si seulement je pouvais, j'irais prendre ma Ferrari pour rentrer chez moi après ce journal. On se retrouve dans un instant avec notre invité. Il s'agit de Pierre-Alain Roiron, le maire de Langeais.